Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une finalité. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Toute l'histoire de l'évolution de l'humanité conduit à cette finalité. On construit une sorte de paradis, c'est-à-dire la paix universelle, la mise en commun de tout, la fin de la possession, la fin des soucis, quoi, en fait, de tout ce qui peut poser des soucis à l'humanité, à l'homme, c'est-à-dire posséder, être en compétition, être obligé de travailler du matin au soir, sans liberté, etc. Tout ça empêche le psychisme humain d'accéder à la contemplation, au pur immédiat, à l'extase. Et le paradis, c'est l'accession à l'extase par l'ensemble humain. Voilà la théorie que je défends. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution. Peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peut-être 20, on ne sait pas. Selon le niveau de prise de conscience. Parce qu'à partir du moment où l'humanité prendra conscience qu'elle a une sorte de destinée, mais il n'y a que la science qui pourra l'entériner. Des intuitions, il y en a eu, hein. Ce n'est pas la première, la mécanique universelle n'est pas la première à parler de ça. Je pense que le 19e siècle a été extrêmement riche à ce niveau-là. Hegel, Saint-Simon, Marx, etc. Auguste Comte. Donc celui qui dit la propriété c'est le vol, etc. Bon, bref, toutes ces idées, toutes les idées d'une sorte de finalité, d'une sorte d'apothéose, étaient déjà présentes aussi dans les religions, dans l'idée de l'apocalypse, la révélation, le fait de voilà, d'arriver à une sorte de paradis. C'est valable aussi pour le monde qui parle en cycle, vers l'âge d'or, de l'âge de fer à l'âge d'or. C'est pareil, c'est comme si on le développe de façon horizontale, on passe par l'âge de fer, de bronze, etc. Et puis on arrive à l'âge d'or, c'est-à-dire l'apothéose. Un état de perfection. Et donc on construit cet état de perfection. Et ça, eh bien, évidemment, par exemple, les penseurs du 19e siècle, Hegel, entre autres, je ne connais pas assez son... C'est intuitif, hein, là, ce que je vais dire, parce que je ne connais pas vraiment le travail de Hegel de façon assez profonde pour pouvoir savoir vraiment ce qu'il dit dans le développement de l'esprit. Est-ce que ça parle aussi du développement de l'humanité? Est-ce que l'humanité va vers l'esprit absolu? Est-ce qu'il a... À mon sens, il n'avait pas les moyens de comprendre que c'était le flot entier de l'humanité qui se dirige vers ça. Et c'est ce qui manquait à son époque. Malheureusement, il lui manquait ces moyens-là pour pouvoir... il manquait les moyens qu'aujourd'hui, la mécanique universelle a pour déclarer de façon péremptoire, peut-être, de façon un peu avec force, conviction, que l'humanité va vers cet état. À l'époque de Hegel, par exemple, il n'y avait pas eu l'idée de l'universalité, n'était pas possible encore d'être vraiment comprise parce qu'il manquait tout un tas de choses pour pouvoir
voir que l'humanité va vers cette union, vers cette unité humaine. Aujourd'hui, on a construit les structures pour fonctionner universellement. Rien que ça, c'est une démonstration. C'est tout nouveau dans l'histoire de l'évolution. On a construit, on a l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Même ces structures ne fonctionnent pas encore très bien, mais c'était le cas de la République dans les premiers temps, etc. C'était le cas des avions, les premiers avions et les avions actuels. Il y a une grosse progression. Donc, on est, même si ces structures ne fonctionnent pas de façon parfaite, elles existent et donc nous donnent le sentiment que nous allons vers ça. Nous allons vers un ONU qui sera efficace, qui chapeautera tous les autres, toutes les nations, que toutes les nations feront allégeance, et on dépassera le moment complètement hallucinant, mais bon, qui a son sens très certainement, où on voit un chef d'État américain qui va faire un ONU parallèle dont il va être le chef. Et justement, le problème de l'ONU, c'est que il est squatté par son fils. L'ONU, c'est le père symbolique des nations, et son fils aîné, c'est lui qui le domine, qui lui fait peur, qui lui dit « Écoute, si tu n'es pas content, je te casse la figure », à son père, en somme, où tu te tais et puis tu me laisses parler, et moi, c'est moi qui gère l'humanité, en somme. Et comme c'est un fils injuste, il privilégie tel frère qu'il adore, et puis au détriment de tel autre qu'il n'aime pas. Voilà. Et donc, ça donne le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire un monde injuste, parce que c'est le fils et non pas le père qui, normalement, un père bienveillant et juste, c'est ce que va devenir l'ONU. Il faudra quelques décennies encore de travail, mais l'ONU finira par passer au-dessus des États-Unis et donc de devenir vraiment le responsable de l'humanité. Et très certainement, c'est les excès du frère aîné, du fils aîné, donc des Américains, l'excès qui fera que l'ONU sera obligée réellement de prendre le pouvoir. L'excès du fils aîné et de ses petits frères qu'il chérit de son côté. Cet excès fera que l'humanité, et c'est là où entre guillemets, le mal conduit au bien, oblige au bien. Un excès d'un système porte en lui-même tout ce qu'il faut pour le détruire, pour s'autodétruire. C'est comme ça, voilà. Et donc, et c'est valable pour un individu, hein, l'excès d'alcool, si on n'entend pas si on n'arrive pas à prendre conscience, cet excès porte en lui les germes de notre autodestruction. Et un jour, c'est la cirrhose, c'est le suicide, c'est le délirium tremens, c'est ce qu'on veut, mais voilà, c'est la mort qui est derrière. Et donc, le système actuel qui vampirise l'ONU porte en lui-même les germes de son autodestruction. Voilà. Alors, il y a quelques... et donc, Hegel, je pense, avait des clés très importantes. Mais on va voir que la mécanique universelle, donc ma théorie, elle est juste une sorte de continuation. Elle apporte quelque chose. Ce qu'elle apporte de nouveau, c'est la possibilité de la preuve de cette finalité vers cette ultime perfection. Pour Hegel, ce n'était pas possible. Même pour Marx, même s'il rêvait de la fin de la lutte entre les prolétaires et le capital, il n'avait pas les moyens de voir une sorte de finalité, même si c'était en germe.
Et c'est ce qui a animé le communisme quand il s'est imposé en Russie et après qu'il a réussi à fédérer l'URSS, etc. Mais la lutte entre le capitalisme et le communisme, eh bien, même si le communisme à ce moment-là pouvait espérer vaincre le capitalisme et se répandre sur la planète, il lui manquait des choses, la liberté, il lui manquait il avait il était porteur de problèmes, la dictature du prolétariat, etc., des choses comme ça, qui ont fait que c'était pas possible que ça soit lui qui l'emporte. Et c'est le capitalisme qui l'a emporté. Mais, mais par contre, peut-être que la visée d'un monde entièrement juste, égalitaire, un monde idéal dont on pouvait peut-être essayer d'être porteur le communisme, et pouvait être entrevu. Sauf qu'il avait trop de handicaps, trop de problèmes. Il était aussi porteur de trop de problèmes que l'humanité n'aurait pas pu supporter dans sa totalité. Et là, ben, je m'intéresse en ce moment à littératureaudio.com, un site qui parle où des gens viennent parler, viennent lire des auteurs. Et là, c'est un livre de Hegel à Feuerbach, lu par Albatros. Et je voudrais juste lire ce petit passage que je viens d'écouter et qui me paraît intéressant à commenter. Allons-y. Éclosion d'une conclusion politique très modérée à l'aide d'une méthode de pensée profondément révolutionnaire. La forme spécifique de cette conclusion provient d'ailleurs du fait que Hegel était allemand et qu'il portait derrière la tête, tout comme son contemporain Goethe, un fragment de perruque à queue de Philistin. Goethe comme Hegel étaient, chacun dans son genre, des Jupiters olympiens. Mais ni l'un ni l'autre ne dépouillèrent complètement le Philistin allemand. Alors, tout cela n'empêchait pas cependant le système de Hegel d'embrasser un domaine incomparablement plus vaste que n'importe quel système précédent et de développer dans ce domaine une richesse de pensée qui étonne encore aujourd'hui. Alors voilà, donc Hegel est un des premiers, le premier à voir le système dans sa totalité, l'humanité dans sa totalité. Et ça, c'est exceptionnel, sauf qu'il lui manquait justement la possibilité de voir la finalité qui était l'extase. Le fond une fois qu'on a cette clé, que l'humanité va vers sa perfection, l'extase, l'amour absolu, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, la clé, elle est comprise. Il manquait cette clé pour que son système soit totalement éclairé. Et c'est ce qu'apporte la mécanique universelle. Phénoménologie de l'esprit, ouvrez la parenthèse, que l'on pourrait appeler un parallèle de l'embryologie et de la paléontologie de l'esprit, un développement de la conscience individuelle à travers ses différentes phases, considéré comme une reproduction en raccourci des phases historiques parcourues par la conscience humaine. Oui, et ce qui lui manque, c'est que ce développement de la conscience individuelle, de pouvoir, à l'époque, il ne pouvait pas le voir dans la totalité de l'humanité. Quand je dis l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre l'extase, le plus haut sommet de l'esprit, eh bien là, on peut le voir aujourd'hui, à son époque, parce qu'on peut entrevoir que l'humanité fonctionnera de façon universelle, qu'elle gérera ces problèmes pathologiques de façon universelle, qu'elle en finira, qu'une fois qu'elle sera unifiée, elle imposera en Inde le fait qu'on en finisse avec les castes des intouchables et des autres. Voilà l'asservissement dans certains pays, les dictateurs dans d'autres, etc. L'humanité, quand elle fonctionnera de façon universelle, elle réglera
tous ces problèmes. Mais à cette époque-là de Hegel, c'était impossible d'imaginer ça. Fermez la parenthèse. Logique, philosophie de la nature, philosophie de l'esprit, cette dernière mise au point à son tour en ses différentes formes secondaires historiques, philosophie de l'histoire, du droit, de la religion, histoire de la philosophie, esthétique, etc. Dans tous ces différents domaines historiques, Hegel travaille à découvrir et à démontrer l'existence du fil du développement qui les relie. Et comme il n'était pas seulement un génie créateur, mais aussi un savant d'une... Alors, voilà, il éclaire le fil qui relie tout ça. Il lui manquait que, et ça me fait de la peine parce que c'est vraiment un génie, c'est vraiment, voilà, il est éclairé des dieux, il n'y a aucun problème. Sa théorie, elle est complètement dans dans l'énergie divine, et d'ailleurs lui-même dit, c'est pas moi qui écris, c'est je suis écrit en somme. Et une œuvre comme ça, elle peut qu'être écrite par une puissance qui motive, qui fait que l'écrivain lui-même n'a que peu d'importance derrière cette œuvre. Mais donc il a compris qu'il y avait le fil, mais il ne pouvait détecter la finalité parce que il pouvait pas entrevoir que l'humanité, c'était un grand fleuve total qui allait quelque part dans une finalité et que cette finalité, elle expliquait tout le reste. Le fait d'accéder à l'extase, à la sérénité, à la paix absolue, faisait que tout ce qui servait à construire cette humanité deviendrait obsolète, mais qui était fondamental. L'antagonisme, la lutte, etc. Tout ce dont le maître et l'esclave, tout le principe dont Hegel a bien révélé la chose, que ça n'était qu'une sorte d'instrument pour arriver à la fin. Et c'est là c'est ce qui manquait aussi, par exemple, à, à, à Saint-Simon, pour qui c'était le progrès, c'était la science qui était, le pinacle, qui était ce qui allait émerger. Et en fait, et c'est pareil pour Auguste Comte, alors que c'est l'humain, c'est l'humain dépouillé de tout ce qui était juste un instrument de construction. La science, la technologie, le progrès, tout ça, ça sera balayé, pas balayé, mais ça sera éteint. Tout ça, ce ne sont que des instruments pour permettre à l'homme accompli, dans le paradis dont je parle, de pouvoir jubiler de l'instant présent, de pouvoir jouir de l'instant. En fait, ce qui est essentiel, c'est la sensation de l'humain accompli. C'est ça qui est réalisé, et non pas la science pour la science, le progrès pour le progrès ou quoi que ce soit. Et ça, ils ne pouvaient pas, simplement, c'était pas possible à leur époque. Et c'est là où la mécanique universelle a quelque chose d'extrêmement novateur et en fait, c'est le prolongement, c'est la suite logique de l'évolution de la pensée philosophique, à mon sens. Érudition encyclopédique, ses travaux dans tous ces domaines font époque. Il est bien évident que, par suite des nécessités du système, entre guillemets, il est assez souvent obligé d'avoir recours à ces constructions arbitraires à propos desquelles ses minuscules adversaires font jusqu'aujourd'hui un tapage aussi effroyable. Minuscules adversaires. Mais ces constructions ne sont que le cadre et l'échafaudage de son œuvre. Si l'on ne s'y arrête pas inutilement, si on pénètre plus profondément dans le puissant édifice, on y découvre des trésors innombrables qui conservent encore aujourd'hui toute leur valeur. Chez tous les philosophes, le système, entre guillemets, est précisément ce qui est périssable,
justement parce qu'il est issu d'un besoin impérissable de l'esprit humain. Et surtout parce qu'il ne peut pas voir la finalité. Tous ces systèmes n'avaient pas les moyens de voir la finalité. Tant que tu n'as pas la finalité, le système, qui est un système qui montre toute la logique de l'évolution de l'humanité jusqu'à sa finalité, si on n'a pas la finalité, le système, il est périssable parce qu'on s'arrête avant, on s'arrête au progrès, on pense que le progrès est fondamental, on pense que la science est fondamentale, on pense que... voilà, et on va mettre des choses qui ne sont pas fondamentales, et donc ça devient obsolète, évidemment. Le besoin de surmonter toutes les contradictions. Bien sûr. Mais toutes ces contradictions, une fois pour toutes supprimées, nous arrivons à la prétendue vérité absolue. Voilà, et sauf que là, ils ne peuvent pas, les contradictions, ils arrivent à les effacer, tous ces philosophes précédents, mais il reste la contradiction de pourquoi ça serait la science, etc. Pour sortir de cette contradiction, il faut que ça soit l'extase qui soit la fin. Il n'y a plus de contradiction, c'est fini. Donc oui, effectivement, toutes ces contradictions sont juste le moteur de la construction, le plus et le moins qui font que l'humanité évolue vers cet état, mais cet état de sérénité absolue est sans contradiction. Donc c'est bien la finalité, c'est bien hors de la contradiction. Donc la contradiction n'est qu'un outil. L'histoire mondiale est terminée et cependant, il faut qu'elle continue. Voilà, et donc c'est le même problème qu'a rencontré Fukuyama. La fin de l'histoire, tu peux arriver à la fin de l'histoire, mais si la fin de l'histoire c'est la démocratie, ça marche pas, parce qu'on voit bien que c'est pas ça. C'est plus loin la fin de l'histoire, elle est au-delà de ça. Elle est dans les siècles qui vont venir, dans 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Quand l'humanité aura atteint ce paradis. La fin de l'histoire, c'est le paradis. Si la fin de l'histoire, c'est la démocratie, ça ne marche pas parce qu'on voit bien qu'il faudra même passer par-delà la démocratie. La démocratie, on passera par-dessus. Le capitalisme ou le libéralisme, ça pouvait être la fin de l'histoire pour Fukuyama, mais le libéralisme, il va être dépassé et il va devenir la symbiose. C'est ce que je dis sur la mécanique universelle, par exemple. On arrivera à un système politique qui sera la symbiose, c'est-à-dire le partage, l'entraide mutuelle, enfin bref, c'est ce qui attend l'humanité dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Voilà, on en sera là dans le truc. Donc ça sera débordé. Donc la fin de l'histoire, ça ne peut pas être le capitalisme, ça ne peut pas être, etc. Et donc c'est pas possible pour eux d'avoir la clé. La clé, c'est la mécanique universelle qu'il a, la dernière clé. Toutes les autres, ils ont eu toutes les clés, sauf celle-là, parce qu'elles ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas avoir cette clé-là. C'était trop tôt, voilà. Et même pour Fukuyama, c'était trop tôt, simplement parce qu'il était américain. Fukuyama, c'est pas parce que c'était trop tôt, c'est parce qu'il était pro-américain. Et si tu es pro-américain, tu peux pas comprendre que l'humanité, c'est la totalité, c'est hors des nations, hors des appartenances. Il faut un type hors des appartenances, comme je le suis, par inadvertance, parce que la vie a fait ça, et qui fait que je ne travaille pas pour la France, je ne travaille pas pour l'Occident, je ne travaille pas pour le christianisme, je ne travaille pas pour les catholiques, je travaille pour l'humanité dans son ensemble. Ma tête, elle est faite pour baigner que dans l'humanité, que l'histoire de l'humanité. Et ça pouvait émerger que d'un esprit comme celui-là. Voilà. Et pourquoi j'ai cet esprit-là, j'en sais rien. C'est peut-être parce que j'ai pas été un universitaire formé. Voilà, si j'avais été Fukuyama, c'est certainement un universitaire qui était éduqué à la lutte contre le communisme, contre l'URSS, à l'époque où c'était comme ça. Et une fois qu'il voit que
l'URSS tombe, il reste plus que le capitalisme, et ben c'est pour lui, ça lui devient tout de suite évident que c'est la fin de l'histoire et c'est pas ça, ça marche pas comme ça en réalité. Bien qu'il ne lui reste plus rien à faire. Donc, nouvelle contradiction impossible à résoudre. Voilà. Donc il restait plus rien à faire à l'humanité. On était arrivé à la fin de la contradiction. Et en fait, il y a encore des contradictions à régler. Il y a encore des choses à régler. Il y aura encore un siècle, 2 siècles, 3 siècles de travail à régler. Si on ne vise pas la finalité, on ne peut pas comprendre le principe de l'évolution. Voilà. Ça c'est. Dès que nous avons compris, et personne en définitive ne nous a mieux aidés à cette compréhension que Hegel lui-même, que la tâche ainsi posée à la philosophie n'est autre que celle-ci, à savoir qu'un philosophe particulier doit réaliser ce que peut faire seulement toute l'humanité dans son développement continu. Voilà, ça c'est exactement ça. Et malheureusement, c'est triste. Hegel, il avait compris tout le mécanisme, mais il lui manquait cette chose-là. Il était trop tôt dans l'histoire de l'évolution. Il lui manquait des clés, il lui manquait des choses pour pouvoir éclairer. Mais il avait compris que c'est ça, le philosophe, il doit éclairer toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a que comme ça qu'il peut arriver à faire le philosophe qui s'intéresse à la philosophie de l'histoire, celui qui cherche à atteindre la vérité absolue. Voilà. Parce qu'après, on peut être philosophe et s'intéresser aux mathématiques ou s'intéresser à la psychologie ou à la politique ou à l'hédonisme. Dès que nous comprenons cela, c'en est fini de toute la philosophie au sens donné jusqu'ici à ce mot. On renonce dès lors à toute vérité absolue, entre guillemets, impossible à obtenir par cette voie. Ben non, justement, oui, on peut arriver à la vérité absolue par cette voie, mais en visant le lointain, la finalité, l'extase. Voilà. Alors à ce moment-là, on peut arriver à comprendre la vérité absolue. On peut atteindre la vérité absolue. Et on peut éclairer toute la logique de l'évolution de l'humanité. Pourquoi ça doit passer par ça? Pourquoi il y a eu telle guerre? Pourquoi il y a eu telle catastrophe? Pourquoi il y a eu l'épidémie de trucs qu'on a passé, le Covid? Quelle est sa place dans l'évolution? Quelle est la place de tout ce que l'humanité a. Là, on peut tout comprendre, évidemment. Pour chacun, isolément. Et à la place, on fait la chasse aux vérités relatives, accessibles par la voie des sciences positives et de la synthèse de leurs résultats à l'aide de la pensée dialectique. Voilà, et les vérités relatives, eh ben, elles sont relatives, c'est que des vérités relatives qui sont sur le moment. Ben oui, on peut trouver la vérité de la démocratie, mais pas ou de je sais n'importe quoi de l'histoire, mais en réalité, la vérité absolue, elle est non verbale et elle est ressentie. C'est ce que dit la mécanique universelle. La vérité absolue, on l'atteint par l'extase. Et c'est plus une vérité intellectuelle, c'est une vérité sensuelle, une vérité c'est le corps qui sent la vérité de l'univers, qui comprend, sans que ça passe par l'intellect. Il est dans la compréhension de la vérité, il est dans la vérité, il baigne dans la vérité. Mais c'est une vérité organique, c'est pas une vérité intellectuelle. Mais après, il peut en rendre compte. Voilà, on peut l'analyser, on peut en faire un bouquin de cette vérité-là. Et c'est ce que devient la mécanique universelle, en somme. C'est avec Hegel que se termine d'une façon générale la philosophie, d'une part, parce que dans son système, il en résume de la façon la plus grandiose tout le développement. Oui, sauf que voilà, il lui manquait cette clé,
Et c'est clair que ça se termine, on pourrait dire que ça se termine là, sauf qu'il lui manquait la clé, il lui manquait l'éclairage, le dernier éclairage. Et cet éclairage-là, ben, voilà, ça, il découle de la théorie de Hegel et d'un travail de Hegel, voilà. Sauf que quand j'ai écrit la mécanique universelle, je n'avais jamais, même pas entendu parler sans doute de Hegel, donc je ne savais même pas qu'il avait travaillé cette logique. Mais là, je me sens le dernier éclaireur de Hegel qui tourne la lampe, hop, et qui éclaire c'est l'endroit où où Hegel ne pouvait pas aller. Voilà, c'est tout. Et d'autre part, parce qu'il nous montre, quoique inconsciemment, le chemin qui mène hors de ce labyrinthe des systèmes à la véritable connaissance positive du monde. On comprend quel effet énorme ce système de Hegel ne pouvait manquer de provoquer dans l'atmosphère teintée de philosophie de l'Allemagne. Ce fut un triomphe qui dura plusieurs décades et ne s'arrêta nullement à la mort de Hegel. Bien sûr. Au contraire, c'est précisément de 1830 à 1840 que l'hegelianisme, entre guillemets, régna le plus exclusivement, contaminant même plus ou moins ses adversaires. Et je pense que, on va arrêter là, mais je pense que Hegel, il est indéboulonnable, c'est un génie, c'est tout simple, comme Platon. Mais Platon dit la même chose dans Le Banquet, la montée vers Diotime, l'amour absolu. Voilà, Spinoza, la dernière partie de l'éthique, c'est la montée vers cet état d'extase. Donc, il y a... C'est là. La seule chose, c'est qu'il manquait l'extase. Il manquait l'idée de l'extase que les religions avaient dans leur principe. C'est ça. Le but, c'est le nirvana. Le but, c'est l'éveil, c'est le samadhi. Le but, c'est l'extase dans le soufisme. Le but, c'est l'extase chez les Lubavitch. Le but, c'est la béatitude dans le christianisme, etc. Donc, d'un côté, le spirituel avait ça, et de l'autre, le philosophe, il lui manquait cette finalité, il lui manquait la partie spirituelle, alors que le philosophe, il est au centre entre la science et il doit utiliser la religion, prendre les choses, le basique du spirituel, c'est-à-dire l'extase, le fondement du spirituel, la fusion avec Dieu, prendre ça et utiliser la logique de l'évolution, les sciences, etc., utiliser tout ce que les sciences apportent pour comprendre le truc. Et c'est ce qui fait qu'on peut arriver à la vérité absolue. La vérité absolue, c'est ça. Et la mécanique universelle a touché la vérité absolue. Il faudra du temps pour l'éclairer clairement, mais en tout cas, j'en suis convaincu, voilà. Voilà. Eh ben, merci de votre écoute, et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à tout ce travail, ben, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre espace YouTube, écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement, et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui parle de tout ça et qui l'a écrit il y a 25 ans maintenant. Bisous à tous, merci.